Moroha est un moins que rien comme vous qui s'inscrit dans une académie pour héros. Cependant, tout change quand il débloque les souvenirs de sa vie passée, faisant de lui le plus fort des épéistes qui utilisent sa grande épée noire pour briser ses ennemis le jour et les baddies la nuit. Tout commence dans une académie privée où des étudiants réincarnés spéciaux ayant des souvenirs de leur vie passée sont formés pour devenir des combattants de monstres d'élite connus sous le nom de sauveurs. Cependant, alors que la directrice sexy s'adresse aux étudiants, Moroha, qui vient de s'inscrire à l'académie, s'assoupit comme un père ivre. Dans son rêve, il se rappelle un fragment de sa vie passée en tant que chevalier le plus fort qui a détruit une armée entière, juste pour sauver son amante aux cheveux rouges. Cependant, juste au moment où il est sur le point de l'embrasser, il se réveille seulement pour voir la même fille aux cheveux rouges qui lui donne un coup de tête et le gronde pour s'être assoupi pendant la cérémonie. Le coup de tête déclenche une partie de sa mémoire, lui faisant se rappeler son nom de leur vie précédente, Saracha, et il l'appelle accidentellement par ce nom. Dès qu'elle entend cela, elle se souvient immédiatement de Moroha et les larmes aux yeux, elle se jette sur lui, folle de joie de le retrouver enfin après tout ce temps. Elle se présente comme Satsuki et l'appelle avec enthousiasme Flaga, son grand frère de leur vie précédente. Mais Moroha lui dit qu'il ne se souvient de presque rien de sa vie passée, à sa grande surprise. À ce moment-là, une fille tombe soudainement au sol, attirant leur attention. Et alors que Moroha s'approche pour vérifier comment elle va, la psychopathe attrape soudainement son énorme tête et l'embrasse. Cela rend immédiatement Satsuki folle de jalousie et elle commence à agir comme une toxico sous extasie périmée avant de s'enfuir comme une reine du drame. Plus tard dans la journée, tout le monde se rassemble sur le terrain d'entraînement où le professeur explique les deux types de sauveurs. Les premiers sont les chevaliers blancs qui utilisent le pouvoir de la lumière connu sous le nom de Plana, tandis que les autres sont des mages noirs qui utilisent les arts sombres. Après que le professeur a montré comment libérer la magie de la lumière de l'intérieur, il demande aux étudiants de faire de même. Cependant, quand ils se plaignent de ne pas savoir comment faire, le professeur leur rappelle qu'ils ont tous des souvenirs de leur vie passée et qu'ils n'ont qu'à creuser profondément dans ces souvenirs. Quand les étudiants essaient d'activer leur magie individuelle, connue sous le nom de Plana, ils échouent lamentablement, sauf Satsuki, qui réussit à débloquer son Plana, surprenant tout le monde. Alors que Satsuki montre son pouvoir impressionnant en lançant une fille en l'air comme un ballon de basket, Moroha essaie d'activer son propre Plana, mais ne parvient qu'à en déclencher un peu car sa mémoire est floue. À ce moment-là, un moche nommé Izurugi commence à critiquer le conférencier, exigeant de l'action au lieu de ce discours ennuyeux, et cela énerve Satsuki. Impatiente de montrer ses compétences à Moroha, elle affronte le garçon à tête de singe, ce qui l'agace, alors il active ses arts sombres pour lui apprendre le respect. Alors qu'il coupe la plaque d'identité à son cou, il la transforme en son arme, et dès que Satsuki fait de même, le combat commence. Satsuki fait de son mieux pour porter un coup, mais Izurugi joue un peu avec elle avant d'envoyer son épée voler et de lui entailler le dos. Alors que Satsuki tombe au sol d'humiliation, Izurugi rit et se moque d'elle. Mais juste à ce moment, Moroha arrive pour la couvrir avec sa veste. Voyant cela, Izurugi traite Moroha de faible canard incapable d'activer son Plana. Mais comme Satsuki ne supporte pas qu'on insulte son frère d'Alabama, elle s'enfuit et Moroha la poursuit. Plus tard dans la journée, à la cafétéria, Satsuki est vraiment dévastée suite à sa défaite dans l'arène, et quand Moroha essaie de la réconforter, elle se décide à lui révéler la véritable raison pour laquelle elle a choisi de se battre. Elle avoue avoir combattu Izurugi non par justice, mais pour briller devant lui et obtenir ses éloges. Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle supplie Moroha de la gronder comme dans leurs vies antérieures. Cependant, avant que Moroha ne puisse dire un mot, l'étrange fille de tout à l'heure, Shinozu, surgit et commence à manger les frites de Satsuki. Furieuse, Satsuki dit à la folle de dégager, mais Shinozu la traite de voleuse d'hommes avant d'étouffer le visage de Moroha dans sa poitrine généreuse. Ne voulant pas être en reste, Satsuki dégage la tête de Moroha et tente de lui offrir le même effet de rebond. Mais Moroha se plaint de sa poitrine plate, ce qui touche une corde sensible et pousse Satsuki à s'enfuir, morte de honte. Seule avec Shinozu, Moroha veut savoir pourquoi elle a interrompu leur déjeuner, mais elle s'en va en disant qu'il est trop tôt pour parler. Le lendemain, au terrain d'entraînement, Moroha affronte Izurugi et exige des excuses pour avoir humilié Satsuki. Mais le garçon arrogant refuse, disant que les filles plates ne méritent rien, puis lance des épées à Moroha, car quelqu'un va finir dans un autre monde aujourd'hui. Alors que Moroha ramasse une épée, Izurugi coupe sa plaque, déchaîne son arme et attaque de toutes ses forces. Sous les yeux de toute la classe, Moroha est malmenée comme une poupée de chiffon par Izurugi. Mais en tant que personnage principal, il refuse d'abandonner et continue d'attaquer avec toute sa force. Après avoir paré toutes ses attaques sans effort, Izurugi brise l'épée de Moroha et s'apprête à l'envoyer dans l'au-delà.
À ce moment, Satsuki crie depuis le bord, rappelant à Moroha qu'il est le gardien de l'épée sacrée et le plus puissant chevalier vivant. En entendant ça, Moroha se souvient de sa vie passée, ce qui lui donne les connaissances nécessaires pour activer son plana. En coupant sa plaque, il la transforme en un puissant katana et à une vitesse fulgurante, Moroha attaque Izurugi et finit par le terrasser. Cependant, après avoir épuisé son énergie, Moroha s'évanouit, mais Satsuki se précipite pour amortir sa chute. Quelques heures plus tard, quand Moroha reprend connaissance, il trouve une petite blonde nommée Maya sur lui, ce qui le choque. Confus, il regarde autour de lui et voit la séduisante directrice qui explique que Maya lui a transféré du mana par les lèvres pour le requinquer. Alors que la directrice s'assoit près de lui, elle dit avoir vu son combat contre Izurugi et en déduit qu'il est la réincarnation d'un héros antique. Quand Moroha demande ce qu'elle veut dire, elle explique que les sauveurs sont des personnes réincarnées ayant eu des vies antérieures. Mais parmi ces sauveurs, il en existe des spéciaux qui n'ont pas vécu une seule vie, mais deux, et elle soupçonne Moroha d'être l'un d'entre eux. Peu après, une fois que Moroha est totalement rétabli, Satsuki le serre dans ses bras, ravi qu'il aille bien. Cependant, alors qu'elle tente de l'embrasser, Shinozu surgit de nulle part et la traite de traîner en manque. Satsuki s'énerve, tentant d'expliquer qu'elle a besoin de sa salive, mais Shinozu ignore ses cris et, pour la rendre jalouse, embrasse Moroha, ce qui rend Satsuki folle. Plus tard, en classe, un beau gosse nommé Jin entre, faisant mouiller toutes les filles, mais il ignore leurs visages affamés et demande à Moroha et Shinozu de le suivre. Une fois dehors, Jin informe Moroha et Shinozu qu'il veut qu'ils rejoignent son escouade spéciale de combattants, les Strikers, spécialisés dans la lutte contre les métaphysiques. Quand Moroha demande ce qu'il y gagne à rejoindre son escouade minable, Jin lui murmure que son équipe est pleine de bombes qui voudraient goûter à sa mayonnaise. Excité à l'idée d'avoir enfin de l'action crémeuse, Moroha accepte immédiatement l'offre et Shinozu, désespéré de rester à ses côtés, accepte également. Cependant, Satsuki, qui écoutait la conversation, sort brusquement en exigeant de se joindre à eux, mais Jin refuse, expliquant qu'elle est trop plate pour son équipe. Se sentant mal, Satsuki s'enfuit aussitôt, jurant de faire grossir ses atouts, même si c'est la dernière chose qu'elle fait. Bien plus tard, Jin présente Moroha et Shinozu à l'équipe des Strikers, et en voyant les formes des filles de l'équipe, Moroha est ravie d'être au bon endroit. Après les présentations, l'équipe entame un entraînement physique et magique, tandis que Moroha et Shinozu observent depuis la touche pour apprendre leur tactique. Plus tard, en rentrant de l'entraînement, Moroha et Shinozu croisent Satsuki, qui se plaint de les attendre depuis des heures, puis invite Moroha à déjeuner avec elle. Cependant, avant même que Moroha ne puisse répondre, Shinozu décline aussitôt l'invitation, disant qu'ils sont épuisés et doivent rentrer chez eux. Offensée, Satsuki s'enfuit immédiatement, essayant de ne pas montrer à quel point elle a le cœur brisé. Après que Moroha a grondé Shinozu pour sa dureté envers Satsuki, il court après elle et finit par la rattraper alors qu'elle pleure toutes les larmes de son corps. Pour lui remonter le moral, il rentre avec elle et lui promet de déjeuner ensemble une autre fois, ce qui ravit Satsuki. Ce week-end-là, Satsuki, qui a oublié sa querelle avec Shinozu, l'invite au centre commercial pour l'aider à choisir un cadeau pour Moroha. Après avoir fait plusieurs magasins, elles font une pause dehors, où Shinozu réclame une glace après avoir été traîné partout, alors Satsuki va lui en chercher une. Mais sur le chemin du retour, Satsuki remarque que la météo change de façon brutale, et avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, un violent séisme se produit et un immense métaphysique serpentin surgit soudainement de l'océan. Alors que tout le monde s'enfuit en quête de sécurité, Satsuki aperçoit soudain le monstre des abysses qui tente d'attaquer une jeune fille. Elle sort alors immédiatement sa plaque d'identité et, après s'être transformée, elle lance une attaque foudroyante contre la bête, avant que celle-ci n'atteigne la jeune fille. Enragée par son assaut, la bête essaie de riposter, mais Shinozu arrive à ce moment précis, la foudroyant avec de puissants éclats de glace et sauvant ainsi Satsuki de finir en amuse-gueule pour monstre. Travaillant en équipe, les filles éloignent le serpent géant de la foule vers le centre commercial évacué où elles font tout leur possible pour l'abattre. Cependant, juste au moment où elles pensent gagner, le métaphysique révèle ses multiples têtes et projette une brume empoisonnée sur Satsuki, mais Shinozu se jette dans l'attaque pour la sauver. Pendant ce temps, à l'académie, l'équipe Striker est informée de la situation au centre commercial, mais Jin dit à Moroha qu'ils ne peuvent rien faire, expliquant que le métaphysique à tête de serpent est une menace de classe Dreadnought. En entendant cela, Moroha se rappelle quand il était petit et qu'il a perdu ses parents dans un tragique accident, se sentant trop impuissant pour faire quoi que ce soit pour les sauver. Avec ce souvenir en tête, il ne veut plus jamais perdre un être cher, alors il repousse la main de Jin de son épaule et les traite tous de bandes de poules mouillées. Au centre commercial, les filles se retrouvent acculées par la bête, et juste au moment où elles s'apprêtent à les dévorer, Moroha arrive juste à temps pour lui trancher sa langue dégoûtante.
Après s'être excusé de son léger retard, Moroha affronte le métaphysique en tête-à-tête et réussit à lui poignarder l'œil, un coup décisif. Cependant, quand Shinozu voit que Moroha est complètement submergé par ce monstre, elle lui rappelle qu'il détient en lui un second pouvoir inexploité. En entendant cela, Moroha se souvient soudain de sa seconde vie passée en tant que plus puissant sorcier noir. Et fort de ce savoir, il parvient à inscrire un puissant sort magique, qu'il fusionne avec son épée pour découper la bête en morceaux comme du bœuf. Peu après, de retour à l'académie, Satsuki est invité à rejoindre les Strikers pour avoir courageusement défié les monstres et protégé les sans défense, ce qui la choque. Même si elle n'a pas encore de rôle clé, il lui dit qu'ils ont besoin de gens courageux comme elle. Puis, se tournant vers Moroha, Jin admet avoir été lâche avant de le remercier d'avoir maintenu sa décision. Plusieurs semaines plus tard, alors que la bande se détend dans une cafétéria en ville, Satsuki évoque le métaphysique de classe Dreadnought que Moroha a vaincu, puis informe tout le monde que la directrice a déclaré qu'il l'avait battu à 3. Satsuki est mal à l'aise de s'attribuer la gloire, sachant que Moroha l'a vaincu seul, mais Moroha lui dit de se détendre, expliquant que ça ne le dérange pas que tout le monde pense qu'ils ont battu le monstre ensemble. Alors que Satsuki admire la victoire parfaite de Moroha sur la bête, Shinozu révèle qu'à part les 6 têtes, aucun autre type n'aurait pu accomplir ce que Moroha a fait. Quand Moroha demande ce qu'elle veut dire, Shinozu explique que les 6 têtes sont des sauveurs de haut rang, membres de l'Agence des Chevaliers Blancs, la plus haute organisation de sauveurs combattants. Pendant que cette conversation se poursuit, un jeune blondinet entre dans la cafétéria et commence à faire son crâneur. Quand la serveuse lui demande sa commande, il dit qu'il aimerait manger son thon, ce qui met la jolie rousse mal à l'aise et énerve le côté féministe de Satsuki. Alors que Satsuki crie sur le gars pour son comportement de mufle, Moroha la retient immédiatement avant qu'elle ne lui casse la figure, puis s'excuse pour son comportement impulsif. Une fois le calme revenu, Moroha se rend au comptoir pour passer commande, mais il remarque soudain que le blondinet flippant n'est plus à sa place. Il réalise aussi que le temps s'est arrêté, et alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, il sent le gars bouger comme Flash et se tenir maintenant derrière lui. En quelques secondes, il apparaît devant Moroha, tentant de le frapper au visage, mais s'arrête car son but n'est pas de se battre mais de tester le pouvoir de Moroha. Voyant que Moroha ne fait vraiment pas le poids face à lui, le gars quitte tout simplement la cafétéria. Et pendant que Moroha essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer, Shinozu lui explique que le jeune homme blond est en fait Edward, l'un des 6 plus grands chefs au monde, et qu'il est responsable des sauveurs en Grande-Bretagne. Des heures plus tard, alors que Moroha, Satsuki et Shinozu vont au terrain d'entraînement, Maya voit Moroha de loin et court vers lui avec enthousiasme, ravie de le revoir. Quand Satsuki demande ce qu'une gamine comme elle fait à l'académie, Maya explique qu'elle s'est éveillée en tant que sauveur avant tout le monde, et comme la directrice Marie est sa sœur aînée, elle la laisse rester à l'académie. Après que Shinozu a confirmé les dires de Maya, Moroha est choqué qu'elle connaisse si bien Maya, et Shinozu explique timidement que son frère aîné est le président de l'école, ce qui choque Moroha et Satsuki. Quelques minutes plus tard, tout le monde se rassemble au terrain d'entraînement, où le professeur annonce qu'ils vont organiser un duel d'entraînement entre les élèves de première et de deuxième année. Cependant, avant que le prof ne finisse de parler, un idiot aux cheveux hérissés nommé Kami se porte volontaire pour représenter les deuxièmes années, puis désigne Moroha comme adversaire chez les premières années. Parce qu'apparemment, Moroha emballe plus de nanas que toute sa génération. Pourtant, Moroha ne discute pas et accepte simplement le duel sous les yeux attentifs d'Edward et du reste des professeurs. Dès que le duel commence, Kami active son prana et, utilisant un sort magique de niveau 2, projette un brasier sur Moroha. Il rit comme un bossu, pensant avoir déjà gagné, mais il est choqué quand Moroha dissipe le feu comme si de rien n'était et réplique avec son propre brasier puissant, capable de rôtir même le diable. Plus tard ce jour-là, Moroha se rend au bureau de la directrice pour confirmer ce qu'il a entendu à propos du frère de Shinozu, qui serait le président de l'école. Mais à la place, il tombe sur la mini Barbie qui propose de tout lui expliquer. Elle lui dit que la famille de Shinozu est extrêmement riche et que son grand-père était l'un des investisseurs en capital de l'école. Elle explique ensuite que Tadanori, le frère aîné de Shinozu, est un cadre de la branche japonaise et que son but est de faire aussi de Shinozu une cadre pour gagner plus d'influence. En entendant cela, Moroha réalise que Shinozu est utilisé comme un outil par son frère, et Maya le confirme, bien qu'elle explique que Shinozu est bien plus heureuse depuis qu'elle l'a rencontré. Un peu plus tard, alors que Moroha fait une sieste sur le terrain, Shinozu s'assoit à ses côtés et en le regardant dormir, elle se souvient d'un moment de leur vie passée ensemble quand elle était la sorcière du monde souterrain alors que Moroha était Shusara, le grand magicien d'Oz. Ensemble, ils ont gelé un royaume entier pour pouvoir s'envoyer en l'air dans un environnement glacial. Un peu plus tard, quand Moroha se réveille, il se souvient aussi d'un fragment de ces moments glacés passés avec Shinozu, ce qui le fait sourire.
Alors qu'il savoure l'instant, sa main presse soudainement quelque chose de doux et de mou. Mais quand il entend un petit cri, il réalise qu'il attrape la poitrine de Shinozu et panique. Après s'être excusé, il lui demande si elle est la sorcière du monde souterrain, mais Shinozu refuse de révéler quoi que ce soit et dit plutôt qu'elle veut goûter sa langue. Pendant que cette scène étrange se déroule, Satsuki les surprend et commence immédiatement à faire des crises de jalousie. Plus tard dans la soirée, Moroha est invité à dîner dans l'appartement de Shinozu par son frère, Tadanori. Quand Shinozu retrouve Moroha à table, elle manque de perdre son sang-froid en le voyant si bien habillé, tel un 007. Moroha lui dit aussi à quel point elle est incroyablement belle, ce qui fait rougir Shinozu de plus belle. Pendant le dîner, Tadanori aborde le sujet des rangs S et de la condition pour le devenir, à savoir qu'un sauveur doit vaincre un puissant métaphysique sans aucune aide. Quand Tadanori demande à Moroha s'il aimerait devenir un rang S, Moroha précise qu'il n'a pas vaincu le métaphysique seul, mais avec l'aide de Satsuki et Shinozu, il ne peut donc pas l'être. Pourtant, Tadanori insiste sur le fait qu'il peut faire passer Moroha au rang S en forçant Shinozu et Satsuki à témoigner faussement qu'il a géré le métaphysique tout seul. Alors qu'il continue d'insister, essayant de tenter Moroha avec l'argent et la gloire, Shinozu l'interrompt, arguant que Moroha perdra sa liberté à jamais s'il devient un rang S, mais Tadanori la fait taire, disant que c'est une décision familiale. Des heures plus tard, en rentrant chez lui, Moroha ne peut s'empêcher de penser à tout ce dont Tadanori a parlé, mais il remarque soudain un motard qui le suit, alors il demande au chauffeur de s'arrêter et continue à pied. Lorsqu'il atteint un endroit isolé, il interpelle l'espion pour qu'il se montre, et une fille portant un casque émerge de l'ombre. Quand Moroha exige de savoir ce qu'elle veut, la fille choisit de se battre plutôt que de parler et active immédiatement son prana pour attaquer. Moroha esquive rapidement toutes ses attaques, mais quand les collations qu'il a reçues chez Shinozu s'éparpillent sur le sol, il s'énerve. Il active son prana et la combat avec une réelle colère cette fois, furieux qu'elle ait gâché sa nourriture, mais l'assaillante libère une étrange aura verte que Moroha reconnaît instantanément comme une attaque subie dans sa vie antérieure. Il riposte donc en la frappant avec une lame de brise qui l'envoie valser et arrache des morceaux de son armure, la forçant à battre en retraite, humiliée. Des heures plus tard, après l'attaque planifiée contre Moroha, Edward appelle Tadanori pour l'informer que sa servante était responsable de l'agression. Cependant, il ajoute qu'il est déçu après avoir testé les capacités de Moroha et qu'il ne le proposera pas pour le rang S. Tadanori tente de le convaincre, lui rappelant que Moroha a vaincu seul un monstre de classe Dreadnought, mais Edward refuse d'y croire, insistant sur le fait que ce devait être un accident, ou que Shinozu et Satsuki étaient simplement plus fortes que prévu. De retour à l'académie, Moroha rentre dans sa chambre pour y trouver Maya. Il panique et demande ce que cette naine fait là, mais Maya explique calmement qu'à partir d'aujourd'hui, elle est sa nouvelle colocataire. Quand elle s'approprie son lit, Moroha exige qu'elle parte aussitôt, mais la gamine refuse, affirmant que l'ordre vient de la directrice. Le lendemain matin, Shinozu reçoit le choc de sa vie quand Tadanori l'informe qu'elle va partir étudier à l'étranger. Il explique que le quartier général de Grande-Bretagne manque de mages noirs, son expertise y est donc requise. Quand Shinozu proteste et refuse de partir, son égoïste de frère lui dit que la famille a déjà décidé, elle n'a donc pas le choix. Plus tard dans la journée, à l'école, Satsuki perd carrément la tête en découvrant que Moroha et Maya vivent désormais ensemble, en tant que colocataires. Pendant la pause déjeuner, Moroha complimente les pains au curry de Shinozu, elle décide donc de lui en donner à la bouche, mais le cerveau de Satsuki grille presque en voyant ça. Elle devient jalouse que Moroha vienne de partager un baiser indirect avec Shinozu, et insiste pour qu'il lui donne aussi sa saucisse à la bouche. Après les cours ce jour-là, Moroha, Satsuki et Maya raccompagnent Shinozu chez elle et lui font leurs adieux. Mais au fond d'elle, Shinozu s'en veut de ne pas avoir le courage de leur dire qu'elle partira bientôt. En rentrant peu après, elle pleure sous la douche tout le temps, se sentant totalement impuissante et incapable de changer son destin. Le lendemain matin en classe, Moroha et Satsuki sont surpris et confus de voir que Shinozu n'est pas à l'école. Cependant, avant qu'ils ne comprennent quoi que ce soit, Maya arrive en panique pour leur annoncer que Shinozu s'en va. Pendant ce temps, Tadanori et Edward finalisent les préparatifs du départ de Shinozu pour la Grande-Bretagne quand le majordome vient informer Shinozu qu'elle a un appel de la directrice de l'école. Alors que Shinozu va répondre à l'appel, elle découvre que ce n'est pas la directrice, mais Moroha qui veut savoir pourquoi elle a séché les cours. Shinozu ment en disant qu'elle a un rhume, mais Moroha comprend facilement que son frère égoïste est derrière tout ça. Quand il menace de s'introduire chez elle, si elle ne dit pas la vérité, Shinozu finit par tout révéler qu'elle part pour la Grande-Bretagne. Moroha essaie de l'en dissuader, lui disant de ne pas écouter son crétin de frère, mais Shinozu insiste sur le fait qu'elle ne peut pas.
Elle se souvient avoir été une petite esclave dans sa vie antérieure et comment elle a été marquée au fer rouge par la famille qu'elle sert aujourd'hui. Elle dit à Moroha qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle est liée à eux. Mais Moroha refuse de l'accepter, alors plus tard ce jour-là, il fait irruption dans le manoir de Shinozu, déterminé à l'empêcher de partir. Cependant, quand Edward et Tadanori tentent de l'arrêter, Moroha se moque des conséquences et affirme hardiment être de rang S avant d'admettre qu'il a aussi vaincu le métaphysique seul. Shinozu est stupéfaite de voir Moroha prêt à sacrifier sa liberté juste pour la sauver, et Moroha lui dit que même s'il ne se souvient de rien de leur vie passée, dans cette vie, elle représente tout pour lui. En entendant cela, Shinozu fond en larmes et court se jeter dans ses bras, pleurant de façon incontrôlable. C'est alors que Moroha l'attrape et saute par la fenêtre, laissant Tadanori bouillir de colère. À l'extérieur de la maison, Satsuki et Maya attendent déjà avec la voiture de fuite et ensemble ils s'échappent du manoir. En les regardant s'enfuir, Tadanori perd la tête puis supplie Edward de ramener sa sœur et Edward accepte. Alors que Moroha et les filles s'enfuient à toute allure, Edward attaque la voiture, manquant de peu de les envoyer dans le décor. Heureusement, Moroha utilise des chaînes pour empêcher le véhicule de finir dans le fossé. Mais juste après, Edward et sa servante leur barrent la route et exigent que Moroha leur livre Shinozu. Quand Moroha refuse, Edward souligne que même s'il prétend avoir vaincu le métaphysique seul, il n'en existe aucune preuve. Pour prouver sa force incroyable, Moroha défie alors Edward en duel. Pendant que Satsuki et Shinozu affrontent la servante d'Edward, Moroha et Edward s'enfoncent dans la forêt pour se battre sans être dérangés. Au début du duel, Edward active son plana et dégaine son épée massive. Avec elle, il engage le combat contre Moroha et après plusieurs échanges, Edward parvient à le poignarder au ventre. Pendant ce temps, Satsuki et Shinozu combattent la servante, mais elles sont trop faibles pour la terrasser. Maya, de son côté, court à travers la forêt, essayant de trouver l'endroit où Moroha et Edward s'affrontent. Sur le champ de bataille, Moroha tente de lancer un puissant sort ancien, mais comme il met une éternité à charger, Edward le projette contre les arbres et l'envoie rouler encore plus profondément dans la forêt. Moroha peut à peine bouger à cause de ses blessures, mais à ce moment-là, Maya arrive et lance un immense champ de force qui lui permet de puiser dans son véritable pouvoir. Alors que Moroha essaie de lancer un autre sort, Edward, sûr de pouvoir l'intercepter comme il l'a fait précédemment, tente d'attaquer. Cependant, cette fois-ci, Moroha change de direction à une vitesse fulgurante et après avoir terminé son incantation, un orbe de feu magique apparaît qu'il fusionne alors avec son katana. Alors que Moroha attaque à nouveau, il brise l'épée massive d'Edward net en deux. Mais juste au moment où Moroha s'apprête à porter le coup de grâce, il est pris au dépourvu quand Edward utilise une deuxième plaque d'identité pour se transformer en chevalier médiéval avec un bouclier géant. Soudain, l'esprit de Moroha est envahi par des souvenirs du passé, et alors qu'il revient au présent, il comprend enfin comment mettre fin au combat. Il s'élève alors dans les airs comme un genre de Doctor Strange et commence à inscrire un sort interdit qui laisse tout le monde, y compris Edward, complètement stupéfait. Une fois le sort terminé, un énorme dragon de glace surgit de l'inscription et tombe du ciel, s'écrasant sur la montagne et gelant toute la forêt ainsi qu'Edward. Plus tard dans la soirée à l'académie, Moroha dit aux filles et à la directrice qu'il n'a pas vraiment vaincu Edward. Il l'a seulement laissé congeler. Pour confirmer cela, l'autre tâche ingrate apparaît soudainement à la porte et reconnaît que Moroha a bel et bien gagné. Il assure également à Moroha qu'il a annulé le transfert de Shinozu en Grande-Bretagne et annonce qu'il l'a officiellement nommé pour le rang S. À l'arrivée des vacances d'été, Jin annonce pendant l'entraînement que l'équipe des Strikers fera un camp d'été sur une petite île. En entendant cela, Tokiko, la vice-présidente flippante des Strikers, tripote Moroha et insiste pour qu'il aille acheter un maillot de bain avec elle. Pendant ce temps, les autres étudiants s'excitent, pensant que l'été à la plage rime avec amusement. Mais Jin les prévient rapidement qu'ils y vont en réalité pour s'entraîner. Plus tard, ce jour-là, chez Shinozu, Tadanori est ravi d'apprendre pour le camp à la plage, y voyant l'occasion idéale pour Shinozu de séduire un puissant striker comme Moroha et de gagner son cœur. Il ordonne donc à ses stylistes de trouver la tenue parfaite pour Shinozu, et même si elle tente de résister, les stylistes l'emmènent de force pour prendre ses mesures. Bien plus tard, Moroha arrive au centre commercial pour retrouver Tokiko et acheter des maillots de bain. Mais en la cherchant au rayon lingerie, il tombe sur Momo, une membre des Strikers qui cherche aussi un maillot de bain. Surprise par sa présence, Momo cache aussitôt le maillot, mais Moroha lui fait savoir qu'il n'est pas dupe et qu'il sait qu'elle en cherche désespérément un. Gêné, Momo tente de nier puis se lamente sur son manque de forme pour porter un maillot de bain. Mais pour l'encourager, Moroha lui dit que peu importe la taille, ça fera monter la sève.
Le lendemain, à l'académie, la directrice réunit l'escouade des Strikers et utilise un puissant sort de téléportation pour les envoyer sur l'île, car c'est bien moins cher qu'un Uber. À leur arrivée, tous se mettent en maillot, et Satsuki est si excitée qu'elle manque de se noyer, puis sort en panique, oubliant son protège-melon dans l'océan. Maya apparaît aussi en bikini rose, même si elle est plus plate que le dernier iPhone. Peu après, Momo les rejoint, mais comme elle est trop timide, elle cache son maillot sous un large t-shirt d'homme. Quand Moroha encourage Momo à montrer ses jolies fesses et son nouveau maillot, Satsuki devient jalouse qu'il épie les filles au point de savoir qu'elles ont acheté un maillot, et voit aussitôt Momo comme une rivale. C'est alors que Shinozu arrive avec ses obus spectaculaires dans un maillot rouge et Moroha manque de dégainer son arme, tandis que les autres filles comprennent enfin à quoi doit ressembler un maillot. Soudain, la vice-présidente Tokiko réapparaît et reprend son flirt glauque et tortueux avec Moroha. Mais cette fois, Jin l'attrape par la tête et manque de lui briser le crâne juste pour arrêter son cirque. L'après-midi, Jin réunit tout le monde et annonce que pour l'entraînement, chacun doit choisir son propre défi et le réussir avant la fin du camp. Tous sont ravis de cette liberté, alors Jin leur dit de se retrouver le soir même pour commencer. Mais Satsuki défie immédiatement Momo pour une course de vitesse. Même si visiblement Momo n'en a pas du tout envie, elle finit par accepter à contre-cœur et elles se mettent alors en ligne. Moroha choisit d'être l'arbitre et au départ, Momo sème Satsuki comme une débutante et la laisse haletante comme un ours épuisé. Pourtant, Satsuki refuse la défaite, mais après plusieurs essais, elle s'énerve de ne toujours pas pouvoir battre Momo. Pendant la course, Moroha reçoit un appel de Tâche de crotte de chien, qui l'informe que les 6 chefs vont se réunir pour le nommer officiellement rang S. Après l'appel, Shinozu demande de quoi il s'agissait et Moroha explique que selon Edward, 5 des 6 chefs soutiennent sa promotion au rang S, mais que le dernier, l'empereur de la foudre de Russie, y est fermement opposé. En entendant cela, Maya dit à Moroha que c'est une mauvaise nouvelle, car la directrice Marie lui a dit que l'empereur de la foudre est terrifiant. Alors qu'elle se dirige vers le lieu de réunion des 6 chefs, la directrice Marie reçoit des nouvelles de Maya, son espionne. Elle lui raconte tout ce que Moroha a fait au camp d'été, et surtout à quel point elle s'y est amusée. Plus tard, cette nuit-là, au camp, Maya et Shinozu espionnent Moroha et Satsuki, qui passent un nombre inhabituel de nuits ensemble, ce qui a rendu tout le monde curieux. Cependant, contrairement à leurs pensées coquines, Satsuki veut simplement que Moroha l'entraîne pour qu'elle puisse dépasser Momo. Mais Moroha ne comprend pas pourquoi elle stresse autant à l'idée de dépasser Momo, surtout que tout le monde sait que Momo est un véritable Usain Bolt. Il lui dit de choisir un défi différent qui mette en valeur ses propres forces, mais Satsuki refuse et le serre dans ses bras. Cette soudaine proximité déclenche des souvenirs passés chez Moroha et il comprend enfin d'où viennent ses insécurités. À l'époque, quand il était flaga, il la laissait toujours derrière lui pour aller faire la guerre, ce qui lui donnait l'impression d'être un fardeau inutile. Dans le présent, Satsuki explique qu'elle veut devenir plus forte pour ne plus jamais être laissée pour compte, et c'est pourquoi elle refuse de renoncer à défier Momo. Moroha lui dit cependant que la raison pour laquelle il l'éloigne des combats, même si elle a un énorme potentiel, est qu'il ne supporterait pas l'idée de la perdre. Alors que Satsuki continue d'insister pour affronter Momo, Moroha explique que Momo est spécialisée dans la vitesse et qu'il serait difficile de la battre dans son domaine de prédilection. Pourtant, Satsuki refuse de reculer et réalisant qu'il est impossible de la faire changer d'avis, Moroha accepte enfin de l'entraîner mais prévient qu'il ne peut garantir sa victoire, ce qui excite Satsuki. Le lendemain, l'équipe Striker déguste de la viande au barbecue préparée par Satsuki et ils sont tous surpris qu'elle soit une cuisinière aussi talentueuse. Mais Satsuki explique fièrement qu'elle perfectionne ses talents culinaires depuis des années pour être la meilleure épouse possible pour Moroha. Alors que Moroha et Jin dégustent ensemble une assiette de bœuf grillé, Kami arrive soudainement et commence à dire du mal de l'annulation de la promotion de rang S de Moroha. Cependant, Tokiko, lassée du comportement stupide de Kami, intervient pour l'embarrasser en annonçant haut et fort à tout le monde qu'il a un zizi de la taille d'un nouveau-né. Cette nuit-là, Satsuki commence l'entraînement de course olympique avec Moroha sur l'eau, mais elle échoue à chaque fois. Cependant, chaque fois que Moroha essaie de lui dire d'abandonner, Satsuki pense d'une manière ou d'une autre qu'il la motive, alors elle redouble d'efforts. Après l'entraînement nocturne, Satsuki est complètement épuisée, mais alors qu'ils retournent au camp, elle remarque quelque chose de sinistre s'agiter dans l'eau, mais elle ne s'en préoccupe pas, pensant que c'est une brise glaciale et suggère qu'il rentre rejoindre les autres. Avant la fin du camp d'été, les Strikers se fêtent en ça avec des feux d'artifice et s'en tirent même dans les fesses pour rigoler. Plus tard, en rentrant au camp, Moroha croise Shinozu, vêtu d'un adorable yukata et absolument magnifique.
Moroha ne peut détacher ses yeux de cette tenue, mais Shinozu lui explique que c'est son frère qui l'a forcé à la porter. Moroha est submergé par des émotions confuses, mais quand il tente de fuir, Shinozu lui prend la main et la pose sur sa poitrine. Elle lui dit de presser un peu, mais quand Moroha panique comme un puceau, elle suggère qu'ils passent du temps ensemble avant de dormir. Pendant ce temps, les 6 chefs commencent leur réunion pour discuter de la promotion de Moroha au rang S. Mais Vassilisa, l'empereur de la foudre russe, s'y oppose immédiatement. Charles, le représentant allemand, est d'accord avec elle. Mais Ando, le représentant japonais, soutient la promotion et croit au talent de Moroha. Quand Edward essaie de convaincre le groupe que Moroha est vraiment quelqu'un d'important, Lu Jin, le représentant chinois, dit qu'il n'a aucun problème à promouvoir Moroha. Pendant ce temps, la dernière membre, Arlene des États-Unis, qui participe via un appel Zoom, fait remarquer qu'ils n'ont même pas assez d'informations pour juger les capacités de Moroha. Edward insiste sur le fait que ce n'est absolument pas un problème, et leur révèle que Moroha a vaincu un être métaphysique à 9 têtes. Pourtant, les autres refusent, insistant sur le fait que sans preuve, ce ne sont que des paroles en l'air. Edward tente de les raisonner, mais soudain Ando se tient la poitrine de douleur, signe qu'un métaphysique vient d'apparaître. Alors que les alarmes retentissent, un métaphysique colossal émerge des eaux juste à côté du camp des Strikers. Pendant ce temps, les Strikers l'ont vu sur la surveillance, et la peur se propage car celui-ci est bien plus fort que le précédent. Pire encore, si ce monstre atteint la terre ferme, le désastre sera catastrophique. Jin les informe donc que le quartier général a ordonné la retraite car le danger est trop grand. Quand Satsuki demande s'ils ne vont rien faire, Jin répond que les ordres sont absolus et qu'il ne peut pas les mener au massacre. Il ordonne à l'équipe de prendre leurs affaires et d'évacuer avec les autres insulaires qui montent déjà sur le navire. Cependant, Moroha et les filles refusent de fuir comme des lâches et sont prêts à se battre. À la réunion, Vassilisa est ravie et rit comme une folle, y voyant l'occasion idéale de tester les capacités de Moroha. Elle suggère qu'aucun des 6 chefs n'intervienne et insiste pour que le garçon d'Edward gère le monstre seul. Alors que les civils sont évacués, Moroha et les filles se préparent à l'action. Mais à leur surprise, Jin se présente également prêt à combattre. Quand Moroha lui demande pourquoi il ne bat pas en retraite, Jin lui explique qu'à cet instant précis, il n'est pas un chef ni même un simple membre d'escouade, mais juste un être humain profondément inquiet. Il dit avoir été inspiré par la façon dont Moroha a sauvé les filles, précédemment. Et il est convaincu que tous les 5, ensemble, peuvent vaincre ce monstre. Cependant, à peine a-t-il fini sa phrase que le reste de l'équipe Striker apparaît, prêt à se battre aux côtés de leur chef. Ensemble, l'escouade sort ses armes et se prépare à affronter le métaphysique. Ils apprennent que la bête est attirée par le bruit et la musique forte, alors ils élaborent un plan. Jin, en tant que chef, prendra le front là où l'attaque sera la plus intense, tandis que Moroha attaquera par l'arrière. Alors que la bête colossale continue de s'approcher de la ville, il réalise soudain qu'elle s'arrête. Cependant, c'est là qu'il remarque des feux d'artifice et réalise que le camé décérébré, Kami, attaque la bête avec des fusées. Son action ne fait qu'empirer les choses, car le métaphysique est attiré par le son et s'approche de lui. L'équipe est donc forcée de commencer le plan prématurément juste pour le sauver. Après avoir vu la taille massive du monstre de près, un lâche quelconque tente de s'enfuir. Mais Tokiko lui dit qu'il est trop tard et lui attrape l'entrejambe pour le punir d'avoir même pensé à abandonner ses coéquipiers. L'escouade lance alors des sorts magiques sur le métaphysique et au début, il semble gagner, jusqu'à ce que la bête riposte avec des nuées d'insectes sortant de sa peau. Alors que le monstre s'enfonce dans la ville, Jin active son plana et attaque, mais il ne parvient qu'à détruire une petite partie de son corps. À l'arrière, Moroha joue de la musique forte pour attirer le monstre vers lui et alors qu'il approche, il active son plana et, à la vitesse de l'éclair, fonce droit sur la bête. Il invoque ensuite son orbe magique de feu, le fusionne avec son épée et tranche l'un des bras du monstre, mais le métaphysique contre-attaque immédiatement avec son autre bras. Alors que tout le monde fait sa part sur le champ de bataille et attaque en équipe unie, un autre bras du métaphysique est tranché et tombe dans l'océan. Cependant, leur assaut continu ne fait qu'enrager la bête, transformant tout son corps en tête, et de celle-ci, elle lance une attaque sonore écrasante qui déstabilise toute l'escouade Striker. Même Jin n'est pas épargné, et seul Moroha parvient à se protéger du son assourdissant en activant une barrière insonorisée. Alors que tout le monde est à terre et incapable de bouger, les insectes volants se rapprochent, prêts à se régaler de leur chair. Et même quand l'ordre arrive de battre en retraite, Satsuki refuse de reculer. Elle se remémore tous ses entraînements nocturnes qu'elle et Moroha ont suivis, et cela la motive encore plus. Elle saisit donc son arme et attaque les insectes, déterminée à protéger tout le monde.
Alors qu'elle taille dans la nuée comme dans des oignons, le métaphysique la remarque, s'énerve et commence à se diriger vers elle. Voyant Satsuki en danger, Moroha saute sur le métaphysique sans même savoir quoi faire ensuite. Mais soudain, il se souvient de sa vie passée de puissant sage et se rappelle un sort mortel qu'il a utilisé autrefois. Avec ce souvenir en tête, il commence à graver un cercle magique dans le corps du monstre avec son épée. De l'autre côté, Maya lance une barrière pour protéger les blessés des insectes, tandis que Satsuki continue de trancher la nuée. Satsuki finit par s'épuiser, mais Moroha, gravant toujours le cercle, lui ordonne de rejoindre le reste de l'équipe à l'intérieur de la barrière. Une fois le cercle magique fini, Moroha lance un sort explosif massif qui détonne comme une bombe atomique et annihile complètement le métaphysique. De retour à la réunion des 6 têtes, il réalise que le métaphysique a été vaincu par Moroha, et bien que cela prouve son potentiel de rang S, Vasilisa et Charles sont furieux. Pendant ce temps, sur la plage, Satsuki décide de récompenser Moroha pour ses efforts en le laissant poser sa tête sur ses cuisses. Mais Shinozu intervient pour montrer comment bien récompenser un homme en plaçant sa tête sur ses énormes attributs. Cela déclenche une dispute pour savoir qui tiendra la tête de Moroha jusqu'à ce que Tokiko arrive et affirme que ses propres atouts sont le choix idéal. Plus tard cette nuit-là, Vasilisa envoie l'un de ses élèves éliminer Moroha pour éviter que le Japon ne soit le seul pays avec 2 rangs S. La semaine suivante à l'école, Moroha trouve une lettre secrète dans son casier lui demandant de se retrouver derrière le stade. Il panique, pensant à une lettre d'amour, mais sur place, il rencontre Elena, l'étudiante russe, qui lui dit être tombée follement amoureuse de lui au premier regard. Moroha est choqué, sachant qu'elle est tombée amoureuse après avoir envoyé la lettre et vu son assurance, il soupçonne immédiatement une arnaque. Quand Elena insiste sur le fait qu'elle veut qu'ils soient amants et sortent ensemble, Moroha trouve que tout va beaucoup trop vite. Alors qu'il rejette son offre, Elena sombre instantanément dans la dépression. Plus tard en classe, le professeur présente Elena à tout le monde comme la nouvelle élève venant de Russie. Cependant, Shinozu sent que quelque chose cloche, elle se lève et demande à Elena son vrai but et si elle s'est inscrite pour assassiner quelqu'un. Tout le monde est stupéfait par l'accusation de Shinozu, mais Elena répond calmement que son seul but est de se rapprocher de Moroha. Entendre cela rend Satsuki jalouse. Elle affronte Elena et déclare qu'elle ne la laissera jamais atteindre son objectif. Quand Elena demande qui elle est, Satsuki se présente fièrement comme la sœur de Moroha et insiste qu'elle ne laissera personne l'approcher. Shinozu s'en mêle également et là, les 3 jeunes filles commencent à se disputer Moroha juste devant toute la classe pendant que le professeur, bon à rien, reste planté là, totalement incapable de maîtriser ses élèves. Plus tard, à l'entraînement, toute l'équipe ne parle que de la déclaration de la Russe, ce qui embarrasse totalement Moroha. Quand l'école ferme pour la journée, Moroha et les filles rentrent chez elles, mais elles trouvent Elena qui les attend juste à l'entrée. Mais Satsuki et Shinozu passent en mode territorial, s'agrippant à Moroha comme des chiens de garde. Cependant, Elena choque tout le monde par son assurance en demandant carrément à Moroha de sortir avec elle. Ce week-end-là, Moroha finit par sortir avec Elena et pendant le rendez-vous, Elena s'accroche à son bras comme un parasite tout le long. Ils s'arrêtent dans une cafétéria pour manger des brioches et Elena dévore la sienne comme un chihuahua affamé. Quand Moroha lui fait remarquer qu'elle mange comme une condamnée à mort, Elena s'explique, disant qu'en Russie, ils n'avaient pas le temps pour les cafés car élevés à la dure. Elle ajoute que l'entraînement au Daghestan était brutal et qu'ils ont été envoyés au combat très tôt. Moroha sent que son histoire est vraie. Il promet donc qu'ils continueront à se voir et qu'il lui montrera d'autres endroits délicieux. Elena est touchée par sa gentillesse et demande s'il n'est pas curieux de savoir si elle est une tueuse russe envoyée pour l'éliminer. Cependant, Moroha lui dit que tant qu'elle ne prévoit pas de l'éliminer, tout va bien. Après le déjeuner, ils se prennent en photo et quand Moroha remarque qu'Elena fixe une poupée, il décide de lui offrir ce qui la fait rougir. Pour finir cet étrange rendez-vous, ils vont au cinéma où Elena commence à se montrer un peu trop tactile avec Moroha. Pendant ce temps, Shinozu contacte la servante d'Edward, Angela, devenue son amie, pour enquêter sur Elena et découvre qu'elle est surnommée la mangeuse d'hommes, celle qui a poignardé Edward. Plus tard, Moroha et Elena font un détour par le parc en rentrant chez eux. Là, ils voient un garçon jouer avec son père, ce qui pousse Moroha à se confier sur la perte de ses parents et son éducation par son oncle. Il dit à Elena qu'ils se ressemblent car ils sont tous deux orphelins, ce qui touche Elena en plein cœur. Moroha évoque aussi son petit frère et dit qu'il aimerait beaucoup le rencontrer un jour. Plus tard, cette nuit-là, un étrange oiseau noir rend visite à Elena pour lui rappeler sa mission, abattre Moroha. La voix de l'oiseau lui dit de continuer à séduire Moroha pour devenir sa faiblesse, promettant en retour de convaincre Vasilisa de la laisser voir son frère, enfermé depuis des années.
Le lendemain, Elena trouve un mot de Shinozu dans son casier, l'invitant sur le terrain de sport pour un duel en échange de la tranquillité de Moroha. Shinozu dit à Elena qu'elle connaît sa mission et qu'elle a été envoyée par les Russes pour détruire Moroha. Avant même qu'Elena n'accepte le duel, Shinozu active son prana et l'attaque immédiatement avec de la magie de glace. Elena esquive avec une vitesse incroyable, mais elle est submergée quand Shinozu continue de lui lancer des éclats de glace sans relâche. Quand Elena tente une attaque surprise par derrière, Shinozu invoque un dragon de glace pour la protéger et combattre à sa place. Alors que le dragon lance un souffle de glace massif, Elena est projetée au loin et réalisant qu'elle pourrait perdre, elle décide d'utiliser son prana de mangeuse d'hommes. Ses vrais pouvoirs libérés, Elena invoque une arme capable d'annuler toute magie et avec elle, elle efface tous les sorts de Shinozu avec facilité, la laissant sous le choc. Malgré tous les efforts de Shinozu, Elena parvient à détruire le dragon de glace et la force à capituler. Sa lame sous le cou de Shinozu, Elena dit qu'elle l'épargnera seulement si elle jure de ne plus jamais s'interposer entre elle et Moroha. Cependant, quand Shinozu refuse de promettre, Elena menace de la défigurer pour qu'elle ressemble à Gripsou. Pourtant, Shinozu refuse toujours et affirme que même si elle devient la plus laide, Moroha ne la quittera jamais. Elena est choquée par son assurance, mais avant de répondre, le professeur arrive rappelant que les sauveurs ne peuvent pas se battre à l'école. Ne voulant pas être prise, Elena s'enfuit immédiatement, laissant Shinozu assumer seule les conséquences. Pour avoir enfreint les règles, Shinozu est suspendue, et le lendemain, Moroha, Satsuki et Maya apprennent avec choc qu'elle est assignée à résidence par son frère, alors qu'Elena a disparu. Après les cours, Moroha rend visite à Elena chez elle pour prendre de ses nouvelles. Dans sa chambre, il remarque que ses jambes sont bandées, et quand il demande ce qui s'est passé, Shinozu décide de tout lui avouer sur Elena. Elle explique qu'Elena est une mangeuse d'hommes, une tueuse de la branche russe qui manie une épée démoniaque. Au début, Moroha a du mal à croire que cette jolie russe soit une tueuse, pensant qu'il doit y avoir une erreur. Mais Shinozu insiste sur la vérité et lui raconte ensuite le duel qu'elles ont eu la nuit précédente. Apprendre que Shinozu a risqué sa vie rend Moroha furieux, alors il l'enlace et lui dit de ne plus jamais être aussi imprudente. Touché par son attention, Shinozu pleure puis s'excuse. Mais malgré tout, Moroha croit toujours qu'Elena n'est pas foncièrement mauvaise et qu'elle est simplement manipulée. Ailleurs, Elena fait un cauchemar dans son lit où son petit frère l'abandonne. Lorsqu'elle se réveille en sursaut, elle trouve un chat noir aux yeux rouges sur elle qui surveille ses plans. La voix du chat lui dit qu'ils savent qu'elle a hésité à éliminer Shinozu, puis la prévient de rester concentrée sur sa mission sous peine de ne plus jamais revoir son frère. À ce moment, on sonne à la porte, alors Elena laisse sortir le chat. En allant ouvrir, elle est surprise de voir Moroha et Satsuki venir prendre de ses nouvelles. Pendant qu'ils s'installent, Satsuki prépare le déjeuner et Moroha soigne la blessure à la jambe d'Elena reçue lors du duel. Elena est touchée par leurs attentions, car en Russie, personne ne s'était jamais soucié d'elle à ce point. Satsuki va même jusqu'à lui donner la béquée, même si le plat est si épicé qu'il brûle presque la langue d'Elena. La nuit, Elena revoit un souvenir de sa vie passée d'un bébé abandonné qui pleure, et à son réveil, elle voit Moroha toujours à ses côtés, à moitié endormie. Le lendemain, on continue de la chouchouter. Maya l'aide à se laver le dos, tandis que Moroha prépare le petit déjeuner. À midi, Satsuki surprend Elena en cuisinant un bortsch, un plat russe qu'Elena adore absolument. D'autres membres de l'unité Striker passent la voir, comme Sophie, la reine pulpeuse de l'escouade. Sophie suggère même à Elena de rejoindre la branche japonaise après ses études. Touchée par tant de gentillesse, Elena commence à l'envisager. Mais dès qu'elle repense à son frère, elle se ressaisit aussitôt et décide qu'elle ne le trahira absolument pas. Quelques heures plus tard, Elena demande à Moroha de l'emmener à nouveau en rendez-vous. Le week-end venu, ils sortent ensemble, mais Shinozu reçoit des informations alarmantes sur Elena. Elle appelle aussitôt Satsuki pour la prévenir, mais apprend que Moroha et Elena sont déjà en rendez-vous. Pendant ce temps, lors de leur rendez-vous, Elena et Moroha décident d'aller passer un peu de temps au parc. Mais à peine arrivée, Elena révèle de manière choquante sa véritable identité de mangeuse d'hommes et invoque Replizen, son épée démoniaque. C'est à ce moment précis que Satsuki et Shinozu arrivent au parc, cherchant désespérément à empêcher ce qui est sur le point de se produire. Mais Sophie leur barre la route, affirmant qu'elle ne peut pas les laisser entrer. Elle explique que la branche américaine veut que Moroha batte Elena et qu'ils ne veulent aucune interférence. Cependant, Satsuki refuse de reculer et défie Sophie en duel, tandis que Shinozu trouve un autre moyen de s'introduire dans le parc. À l'intérieur, Moroha et Elena s'affrontent violemment, mais quand Elena s'approche trop, Moroha est choquée de voir que son épée démoniaque absorbe son prana.
Il tente de garder ses distances et d'attaquer avec de la magie à longue portée, mais Elena annule ses sorts comme de simples tours de magie et continue d'avancer. Quand Moroha tente de la submerger avec du prana pur, Elena l'absorbe aussi, le vidant de son énergie et le fatiguant rapidement. Pire encore, Moroha réalise qu'elle peut absorber son prana sans même le toucher. Pendant ce temps, à l'extérieur du parc, Satsuki et Sophie s'affrontent toujours, et alors que Satsuki semble enfin prendre le dessus, elle ne parvient qu'à trancher les énormes airbags de Sophie. Dans le parc, Moroha continue de se défendre contre les coups d'épée incessants d'Elena, mais il se souvient soudain de sa vie passée de puissant chevalier, terrassant des armées et brisant leurs armes. Avec ce souvenir en tête, Moroha se rappelle enfin toute sa maîtrise légendaire de l'épée. Alors, cette fois, il libère tout son prana et combat comme un samouraï traditionnel, comptant uniquement sur sa technique plutôt que de booster ses coups. Pendant ce temps, à l'entrée, Sophie invoque enfin sa véritable arme après avoir réalisé que le combat est devenu sérieux. Elle attaque avec son arme massive, mais Satsuki se souvient du conseil de Moroha de ne pas trop s'exciter et de rester calme. Grâce à ces mots de motivation, Satsuki parvient à détruire l'arme de Sophie, la forçant à se rendre. Cependant, Sophie est ravie d'avoir perdu, alors elle serre Satsuki dans ses bras pour avoir été une adversaire de taille et l'étouffe presque avec sa poitrine généreuse. De retour dans le parc, Moroha bat enfin Elena puisqu'elle n'a plus de prana à absorber. Après que Moroha a compris que la mission d'Elena est liée à son soi-disant frère, il propose de l'aider à le sauver de l'empereur de la foudre, mais Elena insiste sur le fait que c'est impossible. Elena est sur le point de pleurer quand Shinozu apparaît soudainement et révèle quelque chose de choquant. Elena n'a pas de frère. Elle explique que la présidente de l'institution lui a dit qu'Elena avait été abandonnée bébé et trouvée seule une nuit de tempête de neige. Avec cette révélation, Shinozu souligne que cela n'a aucun sens, qu'elle ait un frère biologique. Elena a du mal à accepter cela, convaincue que c'est un mensonge destiné à la tromper. Mais quand Shinozu lui demande calmement de dire le nom de ce prétendu frère, la jeune fille à la cervelle d'oiseau réalise qu'elle ne connaît même pas le nom du frère qu'elle prétend avoir. À ce moment-là, le chat noir, possédé par un agent russe nommé Kondrat, apparaît et confirme que Shinozu dit la vérité. Kondrat explique que le frère d'Elena n'a jamais existé, c'était juste une invention de son imagination qu'il a implantée dans son esprit. Choquée d'apprendre cela, Elena sombre dans une profonde dépression et Kondrat profite immédiatement de l'instant pour quitter le chat et posséder son corps. Contrôlant désormais Elena, Kondrat lance une attaque sur Moroha, mais Moroha esquive et part chaque coup. Alors que le combat s'intensifie, Moroha surbooste son prana et, grâce à sa maîtrise de l'épée, il renforce sa lame avec un sort puissant qui détruit l'épée démoniaque d'Elena, forçant l'esprit de Kondrat à fuir son corps. Très tôt le lendemain matin, Elena prépare ses affaires et s'apprête à retourner en Russie. Mais en chemin, Moroha l'arrête en utilisant un sort pour l'endormir doucement. Des semaines plus tard, Moroha se rend en Russie avec Angela, la servante d'Edward, pour attaquer la branche russe et vaincre la maléfique Vassilisa. Dès son arrivée en Russie, il commence par tendre une embuscade à l'un des lieutenants de Vassilisa, nommé Bernard, qui, voyant que Moroha n'est qu'un enfant, le sous-estime aussitôt, se vantant de sa barrière impénétrable. Cependant, Moroha met vite fin à ses bêtises en s'élevant dans le ciel, où il se remémore sa vie passée en tant que Flaga. Fort de ce savoir, il se rappelle aussi l'un de ses puissants sorts de magie noire et lance un sort qui fait pleuvoir des millions d'éclairs du ciel sur Bernard, l'assommant sur le coup. Quand Angela lui demande s'il a tué Bernard, Moroha lui répond que non, expliquant qu'il n'a pas l'intention de supprimer qui que ce soit. Plus tard ce jour-là, Moroha ligote Bernard dans un entrepôt vide et quand il lui demande où se trouve l'impératrice de la foudre, Bernard refuse de coopérer, affirmant qu'il l'ignore. Réalisant que Bernard est trop fidèle pour dénoncer sa reine, Moroha décide de ne plus perdre de temps et le laisse partir libre. Angela n'est pas d'accord, disant que c'est une très mauvaise idée de libérer l'ennemi, mais Moroha lui répond qu'il n'a pas l'intention de perdre son temps précieux à faire des prisonniers ou à interroger les gens comme s'il était à la CIA. En entendant cela, Bernard se moque de la faiblesse de Moroha, alors Moroha lui plante son épée dans son gros ventre pour prouver le contraire, puis lui dit de prévenir sa patronne qu'il lui déclare la guerre. Bien plus tard, dans un train, Angela exige de savoir pourquoi Moroha n'essaie de tuer personne en Russie. Moroha explique que comme Vassilisa est introuvable, son plan est de tabasser tous les chefs de district un par un et quand il aura fini, Vassilisa n'aura d'autre choix que de se montrer. Pourtant, Angela pense que cette idée n'a aucun sens, tout comme son visage, expliquant que la loyauté des chefs de district envers Vassilisa est profonde. Cependant, après que Moroha lui a dit de lui faire confiance, elle sourit et le traite de boîte à surprise, car il est plein de ressources. Pendant ce temps, Bernard survit à sa blessure, et après être retourné dans son district, il contacte Vassilisa via un miroir magique pour la prévenir de la déclaration de guerre de Moroha.
En réponse, Vasilisa dit qu'elle lui pardonne d'avoir laissé l'ennemi en vie, mais comme l'échec signifie la mort dans son dictionnaire, elle invoque un dragon de foudre qui frappe Bernard sur le champ. Ce soir-là, Vasilisa tient une réunion d'urgence avec ses 3 sbires de confiance, et quand ils demandent ce qu'il faut faire de Moroha, Vasilisa leur répond avec assurance que rien ne sera fait. Elle se vante de ne pas s'encombrer du menu fretin, et son plan est de laisser Moroha aux autres chefs de district, absolument certaine que l'un d'eux finira bien par s'en débarrasser. De retour dans le train, Moroha se plaint de l'exiguïté de la couchette pour lui et Angela, mais Angela interprète ses paroles comme de la solitude et propose de le serrer dans ses bras toute la nuit. Moroha, en vrai connaisseur, accepte immédiatement l'idée de tâter ses formes rebondissantes, mais Angela, ne s'attendant pas à une réponse aussi osée, s'affole et le repousse vivement. Pendant ce temps, au Japon, à l'académie, Elena déclare hardiment son intention de devenir la petite sœur de Moroha. Mais Satsuki s'y oppose avec colère, insistant sur le fait qu'elle seule est qualifiée pour être sa sœur aimante. Alors qu'elle continue de se chamailler, Shinozu perd patience et leur dit de fermer leur grande bouche. Elle leur rappelle qu'au lieu de se battre pour des bêtises, elle devrait s'inquiéter pour Moroha en Russie. Plus tard, alors que les filles rentrent, elles croisent Maya, qui s'inquiète pour Moroha, ce qui les rend extrêmement anxieuses, et elle prie pour qu'il revienne sain et sauf. Le lendemain en Russie, Moroha commence son plan en battant tous les chefs de district qu'il peut trouver. Cependant, il veille à les laisser tous en vie, pour que son message parvienne à Vasilisa et que son nom se répande. Après avoir éliminé 7 chefs de district, il ne lui reste plus que le 8e et dernier district. Cette nuit-là, en cherchant un hôtel, Moroha remarque des espions qui le suivent, lui et Angela. Il lui dit de s'occuper des bagages pendant qu'il les attire ailleurs. Alors qu'il s'enfuit à une vitesse supersonique, il réalise que les espions sont toujours à ses trousses. Du coup, il les attire délibérément au plus profond de la forêt, là où il y aura moins d'interruptions et moins de risques de faire des victimes. Là, il demande aux espions de se montrer, et soudain un type frappe le sol, armé d'une lance. Il se présente comme Roman, le chef du 8e district, et informe Moroha qu'il est déjà entouré par ses hommes. Après avoir dit qu'ils ont l'ordre de Vasilisa de l'éliminer, il bondit dans le ciel et Moroha est attaqué par une lance de glace, mais il parvient à l'esquiver. Soudain, les sœurs jumelles attaquent, mais quand Moroha esquive, elles se clonent immédiatement pour le submerger. Pourtant, Moroha les force sans effort à se rendre et les sauve même d'une énorme boule de feu. Juste au moment où il pense être tranquille, il est attaqué par une brume empoisonnée et un type masqué en sort, prêt à l'achever. Mais Moroha dissipe le poison avec sa lame de brise et assomme le type sur le coup. À ce moment, Roman attaque à nouveau, mais Moroha, sachant que c'est un piège pour le frapper avec sa brume de glace, déplace le combat dans les airs. Après avoir éliminé la plupart des hommes de Roman, Moroha utilise sa vision à rayon X pour repérer le dernier membre. Au lieu de se battre, Moroha décide plutôt de lui parler, et elle réalise très vite que Moroha n'est pas du tout le méchant dont on lui avait parlé, puisqu'elle l'avait vu auparavant sauver les jumelles. Pourtant, Moroha lui donne une pichonnette sur le front et l'endort. Quelques minutes plus tard, Angela arrive, prête à l'action, et c'est là qu'il croise l'un des puissants sbires de Vasilisa. Le sbire se retourne et révèle un miroir, à travers lequel Vasilisa commence à incanter un sort de foudre terrifiant pour invoquer un dragon. Réalisant qu'il est trop tard pour l'arrêter, Moroha pousse Angela hors de danger et reçoit de plein fouet la décharge électrique le grillant sur place. Heureusement, Angela parvient à briser le miroir par lequel Vasilisa lançait son sort, et à ce moment-là, son sbire s'enfuit. Alors que Moroha s'effondre, Angela l'emmène immédiatement dans un hôtel voisin où elle le dépose sur le lit, et en réalisant qu'il respire encore bien qu'il ait été bien cuit, elle enlève ses vêtements pour le nourrir avec le lait guérisseur de son usine à lait sans fin. Le lendemain matin, Moroha est redevenue normale, tandis qu'Angela est gênée car elle a passé toute la nuit à le bénir avec sa douce chatte. Moroha la remercie ensuite de l'avoir guérie, ce qui ne fait que gêner Angela encore plus. Mais à ce moment-là, la fille à qui Moroha a donné une pichenette sur le front plus tôt surgit soudainement et les trouve dans cette situation bizarre. Elle s'excuse immédiatement et s'en va, et quelques minutes plus tard, après que Moroha et Angela se soient habillés, il s'assoit pour discuter avec elle. La jeune fille se présente sous le nom de Honda, et quand Angela exige de savoir comment elle a découvert où il se trouvait, elle explique qu'elle les a suivis après le combat dans la forêt, puis demande une faveur à Moroha. Quand Moroha demande de quoi il s'agit, Honda le supplie de sauver son amie Yuli de Vasilisa, l'impératrice de la foudre. Plus tard dans la journée, dans le train, Honda explique que la plupart des sauveurs en Russie sont des orphelins, et comme ils n'ont pas de famille, personne ne se plaint lorsqu'ils sont maltraités. Elle explique ensuite que Vasilisa rassemble ces pauvres orphelins pour les faire s'entretuer, puis elle fait des survivants ses gardes du corps. Pendant que Honda parle, Moroha pense immédiatement à Elena, réalisant qu'elle fait aussi partie de ces gamins abandonnés.
Après avoir révélé tout cela, Honda choisit de trahir Vasilisa et de devenir l'allié de Moroha en lui indiquant également l'emplacement exact du château de Vasilisa. Peu après, Angela avoue à Moroha qu'elle est impressionnée par son plan de ne pas achever l'ennemi qu'elle pensait initialement être en état de mort cérébrale, car il s'est avéré brillant. Elle dit à Moroha qu'il est incroyable. Bien plus tard, lorsqu'ils arrivent à la gare près du territoire de Vasilisa, Moroha donne à nouveau une pichenette sur le front de Honda pour l'endormir afin qu'elle ne soit pas entraînée dans la bataille. Alors qu'il se dirige vers le château, Moroha dit à Angela qu'il ne veut pas qu'elle s'en mêle non plus, expliquant qu'il ne pourrait pas faire face à Edward s'il lui arrivait quelque chose. Même si Angela insiste sur le fait qu'elle peut se battre, Moroha refuse, disant qu'il ne peut pas affronter l'impératrice de la foudre avec assurance tout en s'inquiétant de protéger quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, au château de Vasilisa, le sbire qui portait le miroir est condamné à mort par Vasilisa pour avoir fui comme un lâche au lieu de se battre. Quelques minutes plus tard, Vasilisa, debout sur le balcon de son manoir, aiguise sa vision avec des yeux d'aigle pour localiser précisément Moroha dans le champ libre. Pour commencer la bataille, elle commence à réciter une incantation obscure de haut niveau qui assombrit le ciel et invoque toute une cavalerie de bêtes de foudre. Voyant cela, Moroha panique pendant une fraction de seconde avant d'activer son prana et de charger en avant. Avec son katana, il commence à trancher les bêtes de foudre tout en avançant vers Vasilisa. Vasilisa est stupéfaite par la rapidité avec laquelle Moroha les fauche, mais l'un de ses hommes à ses côtés explique que Moroha utilise des tactiques militaires et se déplace si vite que même les bêtes de foudre ne peuvent pas suivre. Il qualifie Moroha de général militaire de génie, mais Vasilisa se contente de rire comme une véritable méchante et dit qu'elle utilisera ses propres tactiques militaires. Pour ce faire, Vasilisa envoie ses gardes du corps sauveurs, menés par un type au visage balafré. Cependant, le problème est que ces stupides bêtes de foudre commencent à dévorer tout le monde, transformant le champ de bataille en un chaos total et forçant Moroha à les sauver les uns après les autres. Soudain, Moroha se retrouve piégé dans un champ de gravité par Yuli, l'une des sauveuses de Vasilisa, et il ne peut plus bouger d'un pouce. Alors qu'il est immobilisé, les sauveurs de Vasilisa et ses bêtes de foudre chargent tous pour porter le coup de grâce. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Angela arrive soudain à la rescousse avec Honda ainsi que Satsuki et Shinozu. D'un cercle magique, Elena émerge également et tente de raisonner ses anciennes camarades russes, les exhortant à abandonner la voie tortueuse de Vasilisa et à tourner la page, tout comme elle. Elle dit qu'elle est née de nouveau après avoir rencontré Moroha et elle veut qu'elle vive toute cette même renaissance. Honda essaie de parler à son amie Yuli, mais après avoir réalisé que les filles sont sous l'emprise d'un sort, Elena coupe le collier de Yuli, la ramenant à la normale. Leurs esprits étant enfin libérés, les filles commencent à se retourner contre Vasilisa et finalement, Moroha convainc toutes ses sauveuses de le rejoindre. Ensemble, lui et sa nouvelle escouade d'alliés affrontent l'armée colossale de bêtes de foudre de Vasilisa. Cela rend Vasilisa furieuse. Elle ordonne donc à ses hommes d'informer le gouvernement russe qu'elle est sur le point de détruire toute la ville. Cela dit, elle lance un terrifiant sort de foudre qui invoque un titan géant. Tout le monde panique, mais Moroha tente d'attaquer le titan avec ses capacités combinées, mais le monstre gigantesque contre-attaque et tire une énorme rafale de flammes bleues. Moroha crie à tout le monde de se baisser, et quand ils le font, l'explosion passe au-dessus d'eux et pulvérise une montagne entière à proximité. Tout le monde pense que c'est la fin, mais à ce moment-là, Moroha se souvient d'une magie ancienne, puissante et interdite et l'utilise. Instantanément, tout le champ de bataille est inondé par une mer d'eau noire, et quand Moroha tape du pied sur l'eau, la mer noire jaillit vers le haut, enveloppe le titan et finit par le briser en morceaux. Voyant cela, Vasilisa s'effondre sous le choc, tandis que ses hommes l'abandonnent et s'enfuient pour sauver leur peau. Quand Moroha s'approche enfin d'elle, elle tente désespérément d'invoquer à nouveau son dragon de foudre, mais Moroha claque des doigts et l'eau noire éteint son électricité instantanément. Réalisant qu'elle est finie, Vasilisa supplie pour sa vie comme une minable pathétique et promet même de le servir, mais Moroha se détourne simplement et s'en va, la laissant dans l'humiliation et la défaite. Après la bataille contre Vasilisa, Moroha et ses filles se détendent dans un sauna local où Satsuki et Elena commencent immédiatement à se disputer Moroha et à débattre de qui a le droit de se dire sa sœur. La dispute devient si intense qu'elle gâche l'expérience du sauna pour tous les autres, alors le reste du groupe part, laissant les deux folles continuer leur compétition ridicule seules. Pendant qu'ils sont dehors dans le froid, Moroha et Shinozu décident de passer un moment tranquille ensemble. Shinozu lui dit que tout ce qu'elle veut, c'est ne plus jamais le quitter, et elle souhaite passer le reste de sa vie avec lui, passé et présent. Le lendemain, à l'agence des Chevaliers Blancs, Edward et Ando discutent de ce qui s'est passé entre Moroha et Vasilisa et de la façon dont Moroha l'a complètement anéanti. Soudain, Ando ressent sa douleur thoracique habituelle qui signale la présence d'un métaphysique. Seulement cette fois, la douleur devient bien plus intense que d'habitude.
Alors, pendant que les autres filles sont téléportées au Japon, Moroha reçoit un appel d'Edward lui demandant de rester en Russie pour aider à combattre le nouveau métaphysique. Quand les filles reviennent plus tard à l'académie, Maya a le cœur brisé au moment où elle réalise que Moroha n'est pas revenu avec elle. Elle pleure amèrement son absence, et les filles sont touchées par la profondeur de son manque. Ce soir-là, Satsuki invite Maya à rester dans sa chambre pour qu'elle ne se sente pas seule. Ainsi, cette nuit-là, Maya dort dans la chambre de Satsuki. Mais à leur surprise, les autres filles arrivent aussi pour une soirée pyjama afin que Maya ne se sente pas seule. Cependant, au milieu de la nuit, Satsuki se rappelle soudain un souvenir terrifiant d'un dragon monstrueux et cela la pétrifie de peur. Maya et Shinozu remarquent la peur sur son visage et demandent ce qui ne va pas, mais Satsuki l'ignore et demande plutôt qu'elle fasse tout un vœu pour le retour sain et sauf de Moroha. Pendant ce temps, après que Moroha a aidé les sauveurs russes à vaincre le métaphysique, Ando, qui est maintenant hospitalisé à cause de la douleur cardiaque, se réveille en tremblant. Edward se précipite à ses côtés et Ando dit que cette fois, il a vu non pas n'importe quel métaphysique, mais le dragon ancien lui-même. À ce moment-là, comme Ando l'avait prédit, le ciel devient soudainement noir alors que le dragon ancien, le boss final de tous les métaphysiques, émerge. Tout le monde en ville s'enfuit en panique, mais ce monstre n'attaque pas au hasard car il a une cible et il fixe immédiatement ses yeux terrifiants sur l'académie. En l'absence de Moroha, le reste de l'équipe Striker est déterminé à protéger l'académie à tout prix. Ils se préparent au combat et Angela rejoint même l'escouade sous les ordres de Jin pour aider à combattre la bête monstrueuse. Cependant, tandis qu'ils sont en train de préparer une embuscade dans la forêt, le dragon, dont le QI a été amélioré, déjoue immédiatement leur plan. Il s'élance alors dans le ciel, disparaît complètement dans les nuages et devient totalement invisible. Au moment où il redescend, il déchaîne de multiples explosions de feu directement dans la forêt. Les Strikers se dispersent pour s'abriter, mais le dragon se focalise sur sa vraie cible, Satsuki, et fonce droit sur elle. Satsuki tente de s'échapper avec Momo, mais elle glisse et tombe. À ce moment-là, le dragon monstrueux s'approche, prêt à la mettre en pièces. Mais Tokiko et plusieurs Strikers l'attaquent avec leur magie combinée. Cependant, ils sont horrifiés quand le dragon annule leur sort, réécrit leurs incantations avec ses yeux et leur renvoie leur propre magie. Pendant ce temps, en Russie, Moroha voit tout ce qui se passe à l'académie via les images de surveillance et il se souvient soudain de la vérité. Ce même dragon ancien était responsable de la mort de Satsuki et de Shinozu dans ses vies antérieures. Peu importe le nombre de fois où il renaît, la bête revient sans cesse pour prendre tout ce qui lui est cher. De retour à l'académie, le dragon monstrueux se déchaîne complètement, détruisant tout ce qui se trouve près du campus. Jin tente de l'arrêter en sautant sur son dos, mais quand il essaie de le poignarder, le dragon l'écarte comme un moustique tenace et l'envoie s'écraser au sol. Il le foudroie ensuite avec un brasier massif. Mais Tokiko arrive juste à temps, lançant un bouclier défensif pour le sauver. Mais le dragon réécrit ses incantations, annule son bouclier et les foudroie tous les deux avec du feu. Après cela, la bête continue de traquer Satsuki, lui lançant des rafales enflammées. Mais Momo intervient pour la sauver et se fait gravement brûler au passage. Pendant ce temps, la directrice Marie prépare un sort de téléportation pour ramener Moroha quand elle remarque soudain que Maya est en danger. Alors elle se précipite pour la protéger mais finit brûlée vive. Paniquée, Maya essaie de la soigner mais Marie insiste pour qu'elle termine la téléportation à la place. Elle transfère donc sa capacité de téléportation à Maya puis perd connaissance. Déterminée, Maya met le chapeau de sorcière de Marie et commence à tracer l'incantation de téléportation. Le dragon la remarque immédiatement et fonce pour l'arrêter. Mais Edward apparaît comme un chevalier en armure étincelante et bloque l'attaque. Avec Edward pour la protéger, Maya termine le sort et du cercle magique, Moroha émerge accompagné de deux beautés russes à ses côtés. Le métaphysique continue de poursuivre Satsuki et juste au moment où il s'apprête à la foudroyer avec un brasier massif, Moroha annule les flammes et la sauve. Il ordonne immédiatement à tout le monde de battre en retraite car il est clairement la cible du dragon puis avertit surtout Satsuki et Shinozu de ne pas s'approcher de lui. Moroha s'élance alors dans le ciel et commence à tracer ses caractères. Il invoque son orbe de feu et le fusionne avec sa lame. Mais alors qu'il frappe avec un sort puissant, le dragon l'annule, réécrit la magie avec ses yeux comme d'habitude et tente de rôtir Moroha avec son brasier. Mais Moroha parvient de justesse à le dévier. Frustré, le dragon rugit de fureur et cette fois il lance une attaque sonique assourdissante qui cause une douleur insupportable. Tout le monde se bouche les oreilles. Moroha charge à nouveau le dragon, mais finit avec son épée brisée. Ce dragon monstrueux détient le pouvoir de chaque métaphysique qu'ils ont combattu, et à ce moment, Shinozu réalise qu'il attendait patiemment l'arrivée de Moroha avant de déchaîner toute sa force.
Pendant que Moroha est occupé à combattre l'essaim d'insectes lâchés par la bête, le dragon s'en prend à ses vraies cibles, Shinozu et Satsuki. Il les attaque avec une brume empoisonnée qui transforme leur corps en pierre. Moroha se fige et n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Il commence à trembler, réalisant qu'il a encore échoué à protéger Satsuki et Shinozu, même dans cette vie. Alors qu'il se rappelle comment elles sont mortes dans sa vie passée, Moroha devient fou de rage, et alors qu'une aura maléfique l'entoure, son épée devient d'un noir absolu, le poussant à attaquer le dragon comme un vrai forcené. Il commence à graver un sort interdit dans le corps du dragon, un sort assez puissant pour tout détruire et rayer la ville entière de la carte. Tout le monde panique, réalisant que Moroha est allé trop loin et ne peut plus être arrêté. Juste au moment où Moroha s'apprête à lancer le sort qui anéantira le dragon ainsi que tout être vivant, Satsuki et Shinozu tombent dans une transe profonde et se retrouvent à parler à leurs anciens moi. Leurs incarnations précédentes les encouragent à ne pas abandonner et à revenir pour aider Moroha cette fois. Ainsi, avant que Moroha ne puisse achever le sort de fin du monde, Satsuki et Shinozu reviennent, renaissant en Sarasha et la sorcière des enfers. Ensemble, elles le calment, le sauvant de la destruction totale, et à ce moment, Moroha se souvient de tout sur ses vies passées. En conséquence, il va fusionner les pouvoirs de Flaga, le saint épéiste, et de Shukara, le roi du monde souterrain, pour les réunir en un seul corps. Voyant Moroha enfin prêt, les Strikers font tout leur possible pour lui créer une ouverture afin qu'il lance son sort ultime. Moroha est stupéfait par le courage avec lequel tout le monde se bat pour achever le dragon, et Satsuki l'assure que cette fois, il ne se bat pas seul. Avec le soutien de ses filles, Moroha inscrit un sort puissant, et quand le dragon tente de dissiper l'incantation, Angela lance une dague droit dans son œil, l'arrêtant net. N'ayant plus rien pour les interrompre, Moroha, Satsuki et Shinozu combinent leurs pouvoirs pour forger une épée puissante capable de fendre même les cieux. Avec la lame divine, ils tranchent le dragon net en deux, le faisant exploser dans une déflagration aveuglante. Le lendemain, Moroha et ses filles escortent Edward et Angela à l'aéroport alors qu'ils s'envolent vers leur base. À l'académie, les travaux commencent pour réparer toutes les destructions causées par le dragon. Elena, quant à elle, décide de rester au Japon avec Moroha et les autres, tandis que l'escouade Striker est de nouveau sur pied, avec la directrice Mari désormais complètement guérie. Même si une grande partie de l'académie a été anéantie, la directrice rassure tout le monde. Tant qu'ils sont vivants et en sécurité, c'est ce qui compte le plus. Et l'école perdurera. Commentez épéiste si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.